Alors bonjour, voilà, bonjour à tous, je m'appelle David Desclos, je suis un ancien bandit, j'étais spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Avec mes amis, on cambriolait les banques, la nuit, sans armes, sans violence, parce que je suis contre la violence. En 98, on a même creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque, à Caen, dans le Calvados. On s'est attaqué au siège social de la Société Générale. Ils m'ont comparé à Spadjari. J'ai 10 ans de prison derrière moi, 6 ans de cavale, mais depuis, je suis artiste. J'ai écrit ma vie avec humour et dérision, dans un spectacle qui s'appelle Écroué de rire, mis en scène par Stomy Bugsy, et en tournée dans toutes les prisons de France, parce que le ministère de la Justice et de l'Éducation nationale ont déclaré mon spectacle d'utilité sociale et publique. Il y a plein d'humour, plein de dérision, mais il y a aussi beaucoup de messages. Et donc voilà, Écroué de rire, et donc maintenant David Desclos, artiste. Je suis un as de la filouterie. Récemment, j'ai mis la main sur un diamant sans faire le casse de la bijouterie. Alors la filouterie, c'est toute ma jeunesse. En fait, dans le vol, j'ai commencé par le vol à l'étalage, pour d'abord manger, m'habiller, tout ça. Voilà, on était très pauvres, c'est pas une excuse. Hein. Il y en a qui étaient aussi pauvres que nous et qui ont été travaillés. Nous, on était très pauvres, et puis tous les ingrédients étaient réunis. Moi, j'étais avec tous les grands qui m'ont montré comment le chemin de la débrouille, du vol. Et donc, j'étais très fort au vol à l'étalage, mais le vol en filouterie est venu très très vite. Qu'est-ce que c'est que le vol en filouterie? C'était, on rentrait dans les grandes surfaces, moyennes surfaces, tout ce qui était Super U, Intermarché, Carrefour Market, les grandes librairies, enfin voilà, où il n'y a pas trop de surveillants, mais il y a des coffres forts. Donc on rentrait dans les portes privées, la journée, pendant que les gens faisaient leurs courses. Je jouais au loup avec le personnel. Alors je le dis en rigolant, mais voilà, il y a tout un message derrière. Hein. Je me cachais dans les toilettes, des fois je me cachais dans les placards. Je cherchais la pièce où il y a le coffre fort. Quand je trouvais la pièce où il y a le coffre fort, j'allais pas tout de suite au coffre fort. Je me cachais encore une fois, soit dans les placards ou quoi, il fallait que j'aille vite. Et hop, j'attendais un petit peu, être sûr de moi, je sortais, hop, je cherchais la clé du coffre dans les tiroirs, partout. Généralement, 2 fois sur 5, je trouvais la clé du coffre, soit dans les tiroirs, dans les placards, des fois même dans les trucs à clé, hein, ça, c'est les coffrets à clé. Une fois, j'ouvre la clé, il m'est arrivé plein de fois d'ouvrir le truc, et c'est les longues clés de coffre comme ça. Et une fois que tu as la clé du coffre, hop, je rentrais dans la clé du coffre. Très très souvent, il mettait pas le code, il fermait que à clé. Et là, j'ouvrais et je dévalisais le coffre-fort en filouterie, c'est ce qui s'appelle la filouterie. Hein. Je remettais la clé où je l'ai pris et hop, je repartais comme ça sans avoir été vu et truc et tout. Je la remonte du Maroc pour cacher le produit, faut autre chose que la valise. Ah oui, là, moi en fait, quand j'ai eu la période GoFast, on ramenait du Maroc, on ramenait d'Espagne et tout ça. On ramenait quand même beaucoup. Mais nous, c'était GoFast, c'était les voitures. On avait des voitures maquillées, volées et maquillées, et on ramenait. Donc ça se passait super bien jusqu'à l'époque où il y a eu la grosse pénurie. Il y a eu la pénurie de 2006. Je sais pas s'il y en a qui l'ont connu cette pénurie. Je parle avec un pote il aimait le surf, tout ça. Tu sais, il aimait les planches à voile et compagnie. Et je dis, voilà, j'avais toujours un plan, mais là c'était au Maroc. Là, je dis à mes potes, j'ai un plan au Maroc. Et voilà, c'est la pénurie. Si on ramène, c'est mon pote qui fait du surf. Il me dit, ouais, en plus là-bas au Maroc, il y a des spots après Agadir sur la côte sur cette côte-là. Il me dit, il y a des gros spots. On peut se faire passer pour des planchistes et tout. J'ai toutes les planches et tout. J'appelle un cousin à moi et je lui demande ce qu'il a en turvoir parce qu'il est garagiste, tout ça. Il me ramène des voitures, break, compagnie, tout. Hop, on met les galeries, on met les planches et tout. Là, on apprend les codes des surfeurs, les façons, on met des trucs dans les cheveux, là, tu sais, on se la joue surfeur et tout, tu sais. Donc l'aller, super, tu vois. On est là, on se prête au jeu, mais on est plus comique qu'autre chose, mais ça, tu vois, on fait style, voilà. Et on part. On a 2 voitures, là, on est bien équipés, tac, tac. On descend, la descente, tout va bien. On arrive au Maroc, tout, là. En fait, on va pas vers Agadir, on va vers le Rif. on va vers le Rif, tac. Et là, on prend un super hôtel, on est à l'hôtel, on a le plan, le gars on doit charger, on doit lui laisser les voitures pour qu'il charge et tout ça, et nous on récupère les bagnoles et on doit passer avec, voilà. Et d'un coup, déjà, premier truc de dingue, on est à l'hôtel, en train de rigoler, on rigole, et j'ai un des potes qui vient, qui doit aller voir les gars du Rif, il dit, David, viens avec nous. Je dis, non, moi je suis là pour ramener, fais ta partie, moi c'est bon, vas-y, s'il te plaît, viens, je sais pas pourquoi il voulait à tout prix que je vienne. Bon, je dis, vas-y, je viens avec eux, et on se retrouve dans les petits chemins du Rif, dans les chemins de campagne de ouf, tout ça, hop, comme dans les films, hein, voiture dans le noir, comme ça, les feux allumés, plaque, face à face, tout clac, ça descend, ça discute, moi je descends, je me suis le teco, et il y en a 2 qui ont l'air assez importants, ils sont sur le côté comme ça, et je les entends jacter un peu en rebeu, tu vois, ils jactent, et moi, et j'écoute tout ça, et dans l'écoute, je vois qu'ils sont en train de préparer une rodka, je vois tout comment ça se fait, il y a de la rodka qui se fait, donc je m'approche, je fais, à un des 2, je le regarde, je fais, Materchem, Sarbi, il me dit, je dis, ouais, je dis, Materchem, tu veux nous arnaquer, quoi, tu vois, je lui dis, si tu travailles bien avec nous, il y a vraiment de l'oseille à faire, sois correct, on est dans le Rif. En fait, je lui fais comprendre aussi, on est dans le Rif, tu vas pas nous mettre une carotte pour du bédo, c'est comme si on va au McDo, ils nous donnent des mauvais hamburgers. C'est de la façon que
j'acte avec lui, comment je parle, comment je suis. Il fait ça, il arrête, il appelle les autres, il dit non, c'est bon. Il voulait nous fourguer du pneu, tu sais, vraiment de la merde. Ça a failli partir en couille, tu vois. Et donc, on a attendu et finalement, alors là, c'est une longue histoire, on a eu du bon. Ça a été très très chaud aussi le retour et tout. Et en tout cas, voilà, c'est l'anecdote. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je voudrais préciser un truc vite fait, très très vite. Je sais par expérience qu'il y en a plein qui vont dire ouais, c'est un mythomane, il est fou, il ment. Je vous assure. Je vous jure devant Dieu que tout ce que je dis est vrai. Je ne mens pas, je suis pas un menteur. J'ai des preuves, j'ai des articles, j'ai des trucs. Je sais que ça paraît fou pour des petits genoux qui n'ont pas l'habitude, qui sont des années 2000, tout ça et tout. Dans les années 90, on était comme ça, c'était comme ça. On a vécu ça. Après, ceux qui y croient, ils y croient. Ceux qui y croient pas, tant pis pour eux. Mais voilà, en tout cas, tout est vrai à 100%. Mais aucun d'eux ne me fera battre en retraite. C'est tout un art après la famille, c'est tout ce qu'on a. C'est des jours, des nuits à écrire, mais quand on aime, on compte pas. Rappelle les souvenirs. Ouais. Ça, coffre. Comme je l'ai dit, j'étais spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Bon, déjà, moi, j'ai neutralisé mes premiers systèmes d'alarme, c'était sur les baraques, les petits magasins, tout ça. C'était les alarmes, les boîtiers bidons que tu vois, c'était les plus faciles à neutraliser. Les premiers, tu montes tout simplement, soit une échelle, soit dans les centres-villes, on mettait des poubelles en plastique, tout ça parce que on a des guetteurs partout. Des fois, tu as des voitures de Schmitt. Faut être bien sapé, tu vois. En cas où les Schmitt, ils passent, moi, j'avais mon petit tournevis, ma bombe polyuréthane. J'ai même perdu un œil. J'ai mon œil qui a été marave à cause de la polyuréthane. En niquant un système d'alarme, j'ai pris de la polyuréthane dans l'œil, ça a brûlé mon œil. Mais voilà. Donc en fait, tu as un petit tournevis, polyuréthane, faut être bien sapé. Parce que quand ils te disent alerte, il y a des voitures de Schmitt, des rondes qui passent dans les centres-villes, c'est quand on s'attaquait ça aux boutiques de luxe, bijouterie, tout ça. Tu montes sur des poubelles, tu vois, tu mets des poubelles proches, les grosses poubelles en plastique là, tu montes, hop, et là, t'écartes au tournevis et tu mets de la polyuréthane. Et ça, c'est les premiers alarmes bidons. Une fois que tu pénètres à l'intérieur, ça sonne plus, tu vois, c'est les plus faciles. Mais après, ils ont mis des systèmes d'alarme. Le deuxième truc un peu plus compliqué, c'est que même si tu neutralisais celui-là, quand tu rentrais à l'intérieur, tu avais celui-là détection qui sonne à la SPGO, société de surveillance ou au Schmitt. Cela, j'ai appris à les neutraliser dehors. C'est les insignes, les plaques d'égout avec un signe téléphonique. C'est des fils particuliers à couper et ça fait que ça sonne plus au Schmitt, ça sonne plus rien. C'était les deuxième plus facile, on va dire. Et ensuite, ils ont mis par sismique. Sismique, là, faut monter sur le toit, faut niquer celui qui sonne fort, niquer celui avec les insignes téléphoniques, là, les trucs, mais en plus sur le toit, tu as les antennes, tu as les trucs, et tu as les trucs, c'est encore plus compliqué. Alors comment j'ai appris? Déjà en prison, quand je suis tombé en prison au centre de détention d'Argentan, j'avais 19 ans, je suis tombé dans mon aile, il y avait un gars qui était spécialisé dans les alarmes. Lui, il neutralisait les alarmes et il pétait les coffres forts à l'explosif. Donc quand j'ai vu le dossier, je dis mais attends, tu vas m'apprendre à prendre. Donc là j'ai appris, il m'a suivi des cours en faisant prix, et ensuite aussi quand on tenait le quartier, on vendait du touchy. Et un gars, il venait souvent, super bien habillé, les gamins, ils me disent Vida, c'est un Schmitt ou quoi lui? Je dis mais non. Et je lui dis t'es pas un Schmitt, hein? Il me dit non. Je dis tu fais quoi comme métier? Il me dit bah moi je pose des systèmes d'alarme. Je dis quoi? Moi on m'a toujours dit ce que l'être humain a fait, l'être humain peut le défaire. Donc c'était ma maxime. J'ai dit le shit pour toi ça va être gratuit, mais tu vas me montrer comment. Et j'ai suivi des cours. Ça fait que c'est comme ça que j'ai amélioré. Et après sur le tas, j'ai appris les choses et tout ça. Ce qui me fait aussi voir dans ta vidéo, c'est les volants à coffre-fort à volant. Ceux-là, on n'en a pas eu beaucoup, mais quand on en a eu, ça existe encore. C'est très dans certaines banques, certains gros trucs, par exemple les gros trésoreries de l'État et tout ça. Je te donne un exemple, une fois on tombe là-dessus. On neutralise l'alarme, on rentre, j'ai les guetteurs partout, on rentre et on voit chambre forte avec volant. Et là mon pote il était fort lui dans les découpages de coffres, mes coffres forts, fichiers Bosch, les trucs c'est normal. Là je vois grosse coffre avec volant, je le regarde, je dis non vas-y laisse tomber, on va laisser mort, tu vois. Et il me regarde, il fait non t'as envie de je vais lui en mettre un petit coup dans la gueule, je vais essayer. Je dis vas-y, je dis au guetteur tout est bien. Et il attaque par la serrure. Il s'en fout du volant, par la serrure. Il découpe tout autour de la serrure. Il met du temps, tu vois. Il arrive à tirer toute la plaque autour de la serrure. Il décortique au pied de biche, comme ça. Il décortique, il t'ouvre le truc, tout ça. Et il arrive à sortir tout le bloc serrure. Et je vous jure qu'avec un simple petit tournevis, clac, 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 il a ouvert. Je m'en rappellerai toujours. On a fait ça. Et la porte s'est ouverte. Tu ouvres et à l'intérieur, deux gros coffres forts à l'intérieur. Alors, rebelote. Je me rappelle, on avait même manqué d'oxygène. On a été obligé d'aller taper une plomberie, une grosse entreprise de plomberie. On en a chié à trouver les oxygènes, les grosses bouteilles d'oxygène. On a réussi, tu vois. Enfin voilà, là c'était encore. Mais donc ça, les portes à volant comme ça. Et puis après, bon, on est tombé. Ça prend Là, c'est en minimum 3-4 heures. Celle-là, il l'avait ouvert rapide. Il l'avait ouvert en, je crois, même pas 2 heures, il avait réussi à l'ouvrir. Mais sinon, que ce soit les coffres forts à volant ou les coffres forts normaux fichiers Bosch, c'est minimum 4 heures pour ouvrir. Et si tu arrives par la serrure,
Parce que si ça merde par la serrure, si ça merde avec le système tournevis et compagnie, ben là, il faut faire un trou dedans, carré. J'ai vu, moi, passer la nuit entière, tout le week-end, dans le coffre à faire le trou, le carré, parce que tu as plusieurs couches et tout ça. Hein, et il faut mettre de l'eau. À la moindre ouverture, dès que tu as la moindre ouverture, on met de l'eau, voilà, sinon tu crames les billets. Donc, on vaut mieux avoir les billets remplis d'eau que brûlés, quoi. Je ne suis qu'un homme difficile. Celle-là, maintenant, je peux en parler de ça parce qu'il y a prescription, mais je pouvais pas en parler ces derniers temps de celle-là. Maintenant, il y a prescription, je peux. On est tombé une fois sur une petite salle des coffres avec les petits coffres forts. Et en fait, nous, comment on les ouvrait, on tapait ceux d'en bas d'abord, on ouvrait ceux d'en bas. C'est très dur, hein, c'est pas si facile que ça. Hein. Faut avoir un coup. T'as un coup pour les ouvrir. Et après, ce qu'on avait compris, c'est qu'après, c'est plus facile. Il y en avait certains. Une fois que ceux d'en bas sont ouverts, on pétait par en dessous. Mais après, tu peux pas. Tu es obligé de refaire une série d'en bas pour retaper en dessous. Ça allait plus, tu vois. Donc ça faisait ça. Mais ouais, c'est crédible. Et après, il y a la dernière où on a creusé le tunnel, où on a failli tomber sur tous les. Là, ça devait être le casse du siècle. Et à cause d'une petite erreur de notre part, on a creusé le tunnel pendant 4 mois. 4 mois de septembre, octobre, novembre, décembre. On devait passer le week-end de Noël dans la salle des coffres. C'était la plus grande banque de Normandie, hein. Le siège social de la Société Générale. Il y avait tous les coffres clients, les coffres de la banque. Et voilà, on a creusé le tunnel. On est arrivé à la salle des coffres, au mur de la salle des coffres. Et là, pour une petite raison de notre part, un petit détail sur le système d'alarme que j'en ai fait, c'est dans mon spectacle. Et quand les gens l'écoutent dans le spectacle, c'est le clou du spectacle. Les gens, ils applaudissent. Je peux pas trop la raconter. Venez voir le spectacle. David Desclos, écroué de rire, mis en scène par Tommy Bugsy. C'est une sacrée anecdote aussi sur cela. Le stéthoscope qu'il y a dans le clip, c'est un vrai truc ou c'est le folklore? Ouais, le stéthoscope, c'est le folklore. Ouais. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'étais jeune. C'était les premiers qu'on faisait. Ouais, c'est les vieux coffres. Et encore, j'ai appelé mon pote et j'ai dit découpe-moi ça, quoi, tu vois. Parce que t'essayes, t'es là, clac. C'est dans les films, c'est folklore, tu vois. Tu crois que t'as préparé le casse du siècle, en vrai de vrai, tu cours à ta perte, tu vois. C'était archi mal ficelé, il y avait énormément d'erreurs, et c'était du boulot d'amateur. Et on se serait fait péter, c'est sûr et certain. Et c'est une anecdote du livre où je dis que ça s'est joué à une pile de talkie-walkie. Après, faudra lire le livre pour mieux comprendre, etc. Mais c'est un braquage qu'on a repoussé 2 fois. Et quand je dis braquage, c'est cagoule, fusil à pompe. Tous ceux qui étaient avec moi à l'époque savent très bien de quoi je parle à ce moment-là. Un vrai braquage, fusil à pompe, cagoulé, habillé en noir, des gants, etc. Et on le fait pas une première fois parce que le patron, et je sais que c'est lui qui a les clés du coffre, est pas là. Et la deuxième fois, on y va et au final, il y a un des petits qu'on avait mis autour avec des talkie-walkie qui répond pas. Donc on se dit, imagine les Condés, ils arrivent de son côté, etc. Donc on se dit, vas-y, on le refait encore la semaine prochaine. On essaye de le repousser une 3e fois. Et entre-temps, le 2-3 jours après, je m'embrouille avec un mec et je prends 2 ou 3 mois de prison, je sais plus. Une petite peine de merde, mais moi, je l'ai vraiment vécu comme, en gros, calme-toi. Pas grave ce qu'il dit. Je comprends ce qu'il dit et c'est vrai que quand tu vis dans cette atmosphère de cité, de trucs, de gang, et je sais que il était dans une grosse équipe et comme il l'a très bien dit, heureusement, il commençait à monter sur du lourd et tout. Et je comprends vraiment tout ce qu'il dit. C'est vrai que quand tu es dans cette ambiance cité et que tu montes les échelons comme ça, tu montes de plus en plus, inévitablement tu vas vers le casse du siècle. Tu veux aller vers. Et donc c'est là où il faut être entouré de gars qui tiennent la route. Il faut être minutieux, être entouré de gars qui ont vraiment l'expérience. En fait, cette équipe, elle se crée justement, plus tu montes, déjà tout gamin, quand tu fais tes premiers vols à l'étalage, premiers vols à la filouterie, les premiers combats, en fait, t'as ceux qui au début sont là, et dès les premiers vols à l'étage, les premières gardes à vue, ils comprennent que c'est pas pour eux. Il y en a même qui poucavent, alors ça c'est encore pire, ils se mettent de côté. Mais t'en as, ils ont l'honnêteté de dire non, c'est pas pour moi. Là, tu vois, et le tri se fait comme ça. Et t'as ceux les plus acharnés, les plus qui eux, tu vois comment ils se comportent en garde à vue, tac, ça tient la route. C'est la première base. Là où Sénic, je trouve que c'est tant mieux pour lui. C'est toujours un mal pour un bien de s'être retrouvé quelques mois en prison et de ne pas avoir été jusque là. Parce que quand tu franchis toutes ces étapes, c'est un peu des paliers de non-retour. Parce que avec les gars, tu as des codes d'honneur, tu as des mecs qui se sont serrés, qui vont en prison, t'en as qui meurent, et plus tu as d'argent, plus ça crée des ennemis, et donc c'est très dur de revenir de ce monde-là. Heureusement, il avait mieux à faire dans la musique, et c'est ce que je dis à tous les jeunes. Ok, quand on raconte comme ça, on raconte les moments les plus drôles, les moments les plus percutants, mais derrière, il y a des morts, il y a de la prison, il y a des vides gâchés, et moi je dis toujours, mettez votre culot, votre intelligence et votre talent du bon côté de la barrière. On est où là? Je peux pas te dire. Donc on n'a toujours pas le droit de le dire? Non. Parce que la condition pour qu'on fasse cette interview, on avait rendez-vous au Maroc, on a pris une voiture, on t'a suivi, et là on est après 2-3 heures de route et tu veux toujours pas nous dire où on est? Non. D'accord. Pourquoi est-ce que tu peux pas dire où on est? Parce que je me protège. Protège de quoi? Parce que j'ai des ennuis en ce moment. Alors qu'est-ce qui se passe au juste? J'ai un jugement qui est tombé il y a un mois, le 19 mars, ou le 21. J'ai été condamné à 3 ans.
ferme, avec mandat d'arrêt, à la barre. C'est quand je dis qu'il y a des vies gâchées comme ça, alors heureusement, alhamdoulilah, là maintenant il s'en est sorti. Tu vois, c'est quelqu'un qui a vraiment du potentiel, qui a du talent, il a du talent. Et c'est quelqu'un qui a vraiment un vrai parcours de la rue, vrai parcours du banditisme, des gangs, de la rue. En fait, et ça se voit dans son talent, dans ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait. Tu vois que derrière, ça respire la rue. Il n'y a pas de triche. Il triche pas ce mec-là. Ce qui est dommage, c'est que, alors maintenant c'est fait, mais qu'il ait dû s'enfoncer autant de peine alors qu'il a tellement de talent, tellement de choses. Mais comme on dit, des fois, faut passer par là pour raconter comment il raconte, même ce que je fais moi sur scène. Des fois, je le dis, je dis, ah purée, si j'avais compris avant, j'aurais fait moins de prison, j'aurais été plus vite vers la scène, vers l'artistique. Mais c'est un destin. Faut passer par là pour pouvoir mieux le raconter. Et moi, j'ai un grand respect, j'ai du respect, beaucoup de respect pour lui parce que je sais, on a des amis en commun et voilà, je sais qu'il n'y a pas de triche, c'est du vrai, c'est la rue. Ce qu'il a vécu en cavale, moi je l'ai vécu aussi. Je me suis évadé 2 fois, la parano et la cavale. C'est pas pire que la prison parce que mais c'est comme une prison dorée. T'as cette épée Damoclès au-dessus de la tête, tu dois faire attention à tout, comme il le dit. Il peut faire confiance en personne. La moindre erreur, tu vois, le téléphone, faut le bannir. Le moindre gens, les poucaves qui peuvent te pister les trucs, tout ça, les indiques, les trucs, tout ça. T'es tout le temps dans la paranoïa. En plus, t'es reconnu par quelqu'un, hop, il te reconnaît, il appelle les comptes, hop, tu vois. Et tu crois voir des schmitts partout, tout ça. Dans mon spectacle, il y a un gros passage là-dessus sur la paranoïa, sur quand t'es en cavale, que t'es tout ça. Je l'ai transformé un peu en dérision, on en rigole, mais il y a un gros message là-dessus et je le comprends. Moi, pendant ma cavale, il m'est arrivé des tas de trucs. J'avais mon équipe qui me soutenait, qui est financièrement, mais j'avais honte de dépendre d'eux. Et je voyais que eux aussi, les Condés avaient compris qu'en fait, pour nous avoir, il fallait nous avoir à la source. Donc, ils pétaient mes potes sur le Tuchy, sur tout ça. Il fallait nous saigner financièrement pour qu'on nous amenait à faire les erreurs. Tu peux la raconter vite fait. L'évasion ? Ouais. L'évasion, bon alors. Déjà, il m'attrape dans le tunnel pour la petite erreur que j'ai dit. Une petite erreur de ma part, il m'attrape à la sortie du tunnel. Sur 5, on se fait attraper qu'à 2. Il y en a 3 qui arrivent à se barrer, on les balance pas, rien, on se fait attraper qu'à 2. Et arrivé en garde à vue, là, je sais que je pars pour le paquet. J'avais déjà été 4 fois en prison, j'étais connu comme le loup blanc, les Schmitt ils jubilent, on a Desclos, on a David Desclos, ils étaient tout contents. Et moi, je savais, mais depuis tout gamin, les premières interpellations, quand ils me mettaient les menottes, j'avais une façon tout le temps de me faire claquer les menottes, tu vois. Je m'arrangeais tout le temps à tourner mon poignet du bon côté comme ça. C'est vrai que s'il claquait comme ça, après quand je retournais le poignet, tu vois, t'as de la place, tu vois. Donc à chaque fois quand j'étais gamin, je m'amusais toujours à faire ça, clac, et chez les Schmitt ou dans la voiture, je m'amusais tout le temps dans le dos comme ça, à péter mon pouce comme ça et à tirer les menottes. Et je gardais ça, je me dis, si un jour je risque une grosse peine, c'est une solution pour se barrer. Je gardais cette astuce. Le temps a passé, on est devenu grand, là, on a été en prison, on est connu, tout ça. Et je me fais péter dans ce fameux tunnel. Et là, je sais que là, ils me mettent association de malfaiteurs, tentative de cambriolage aggravé. Là, je sais que je pars pour une peine à 2 chiffres, plutôt que j'ai des peines aussi à faire et compagnie. Je sais que c'est le paquet. Et moi, je leur dis, lors de la première garde à vue, la première journée, je leur dis, vivement que j'aille en prison, j'en peux plus, au moins en prison, j'aurai la télé. Je leur montre que dans ma tête, je suis déjà en prison. Donc, ils se relâchent, ils disent, bon, c'est bon, tu vois. Et le lendemain matin, ils viennent, clac, ils viennent à 2. La veille, ils étaient 6, là, ils viennent qu'à 2. Tu sais, le truc a marché. Ils ont compris dans leur tête que je suis déjà en prison, il n'y a pas de crainte à avoir avec moi. Mais 2 Schmitt quand même costauds, de la PJ, tu sais, qui se sentent plus quand même, tu sais, ils arrivent, clac. Je mets mes baskets et ils me tendent la menotte. Clac, je fais la menotte, ça marche, et vite, clac, ils me mettent les menottes. Je sais qu'ils sont pas très serrés, ça le fait, quoi. Et ils m'emmènent, et là, ils me sortent. Ah, tu sais que t'es le nouveau Spadjari de Caen, parce que la veille, j'ai fait la une du 20h, le tunnel, tout ça. T'es le nouveau Spadjari de Caen, et tatati, il me compare au célèbre gangster des années 70, qui lui aussi avait creusé un tunnel, Albert Spadjari. Donc, t'es Spadjari de Caen, t'es le nouveau Spadjari, tatata, les journaux parlent que de toi. Je m'en fous de Spadjari, je m'en fous. Et on arrive dans la voiture, ils me mettent à l'arrière, Yin, l'inspecteur, je l'appelle Yin, parce qu'il avait un problème de nez. Il avait la cloison nasale, un truc comme ça, tu vois. Il était gros, mais il parlait un truc comme ça, tu sais. Donc, je l'appelais Yin. Et donc, Yin, il se met à côté de moi. Il dit, ah, tu sais que t'es le nouveau Spadjari de Caen? Je dis, je m'en fous de Spadjari. Moi, je suis David Desclos. Moi, je vais juste aller en prison, je m'en fous. Babar, qui était un petit peu plus, tu vois, il se met au volant. Ouais, quand même, Spadjari, c'était quelqu'un. Et puis, on démarre, on va vers la préfecture. Et il me saoule avec Spadjari. Ouais, Spadjari, c'était quelqu'un, quand même. Un beau crâne, comme on dit chez nous. Je dis, mais je m'en fous de Spadjari, tout ça. Et l'autre au volant, il me regarde, il fait, par contre, il y en a un qui a réussi à baiser Spadjari. Ah bon, et c'est qui a réussi à baiser Spadjari?
On peut pas te le dire, secret confidentiel. Bah dites-le moi, il est mort, Spadjari, on s'en fout. Moi j'en avais rien à foutre, je les ai parlé. Pendant ce temps-là, j'étais en train de tirer ma menotte. Et la menotte a commencé à être là. Je dis mais dites-le moi, il est mort. On peut pas te le dire, mon collègue il a raison. Nous dans la PJ on a des secrets, on dit rien. Je dis mais dites-le moi, il est mort. Mais non. Et là on arrive devant la préfecture, mais pas de place pour se garer. Et moi je veux pas qu'il se gare sur le parking privé de la préfecture, tu vois, je veux qu'il se gare dans la rue, c'est plus facile pour que je me la chave. Et je vois toutes les voitures, et je vois entre deux une toute petite place. Je me dis si j'arrive à ce qu'ils te mettent là, déjà, s'ils se mettent là, ils sont morts. Ça bloque leur bagnole. Et l'autre il est au volant, il fait ah putain cette ville de merde, jamais de place pour se garer. Moi je le regarde, je dis il y a bien une petite place pour la mettre la voiture là-bas. Mais il faut être un fin pilote. Même le meilleur pilote de mon quartier, le meilleur voleur de voiture, il la met pas. Mon collègue, c'est le meilleur pilote de la PJ. Il la met s'il veut. Eh ben moi je dis qu'il peut pas la mettre. Moi je dis qu'il peut. Pensez bien que l'autre il rentre dans le jeu, il enclenche la première, il se met en créneau, marche arrière, pas de direction assistée dans la police à l'époque, il n'y avait pas de moyen, il en bave. Moi je l'encourage, c'est qu'il va la mettre, c'est qu'il va la mettre. Il la met, mais il se bloque entre deux bagnoles comme ça. Je dis franchement monsieur Barthaud, vous êtes un champion, vous êtes un fin pilote. Franchement bravo, j'aurais pas cru, bravo. Je dis revenons à nos moutons. C'est qui a baisé Spadjari? Oh on t'a dit qu'on peut pas te le dire. Je dis mais dites-le moi, il est mort. Non, ils font le tour de la voiture, ils m'ouvrent la porte, ils me sortent. Je dis mais dites-moi qui a baisé Spadjari, il est mort. On peut pas te le dire. Je dis mais et on avance, ils ferment leur voiture, on avance vers la préfecture et avant même que je pose mon pied sur la première marche de la préfecture, les deux en chœur à côté de moi comme ça. Je dis vous voulez vraiment pas me dire qui a baisé Spadjari? On t'a dit non. Là, plaf, la chave, je pars vite, c'est volte-face, c'est je tire la menotte et tout en tirant la menotte, je cours, tu vois. Ça fait ça rapide. Important parce qu'ils ont dit que je les ai poussés, je les ai pas poussés. J'ai fait ça plaf. Je pars en courant, il me course derrière, il court. Il me sort. Arrête-toi, je t'en supplie. Arrête-toi, je t'en supplie. Arrête-toi, je t'en supplie. Complètement, t'as vu, il savait qu'il allait se faire allumer, il allait se faire défoncer. Il pensait que j'allais faire demi-tour et dire bon allez, je rigolais, tout ça. Et dans le tournant, je cours, je joue à l'autre. J'ai vu sur sa voiture. Il court vers sa voiture. Il arrive à sa voiture. Et il se rend compte qu'il a bloqué l'imbécile. C'est là. Oh! Moi, je crie joyeux Noël, baba. On était la veille de Noël, le 24 décembre 1998, la veille de Noël. Parce que dans la voiture, ils se foutaient aussi de moi. Ils disaient, oh, passez Noël en prison quand même, David. Oh. La veille de Noël, tu vois, 24 décembre 1998. Je fais joyeux Noël. Je cours comme ça. L'autre, arrête-toi, je t'en supplie. Je cours. Et il voit des voitures de la BAC au loin, la BAC. Il fait évasion. Moi, je cours. Et il criait évasion des clos. Au lieu d'aller vers moi, ils vont vers lui. Parce qu'ils le prennent pour un fou avec sa voix en canard. Ils se disent, il est taré. Il criait, il hurlait, il était affolé. Ils vont vers moi, je cours. Après, j'ai une voiture de bac qui me course aussi, mais je prends les cul-de-sac. Je prends une rue qui est en cul-de-sac parce qu'il y a une résidence, je connais par cœur. Tu sautes la résidence et là, j'arrive à aller me cacher, tout ça. Donc, j'ai réussi à m'en sortir et je suis parti 1 an en cavale. Comment ils m'attrapent, c'est pareil, c'est dans le spectacle. Là, je me retrouve en prison et je pars pour une peine à 2 chiffres. Au début, ils me mettent 12 piges. J'ai une confusion de peine. Je redescends à 8 ans et 4 mois. Sur 8 ans et 4 mois, j'ai un peu de grâce et j'ai la conditionnelle au bout de 5 ans. 5 ans plein sur cette peine-là. J'avais déjà fait une peine de 2 ans, une peine d'1, j'avais déjà fait d'autres petites peines. Et en tout, j'ai fait 10 ans. 10 ans en tout. Et là, sur cette peine-là, je fais 5 ans. Et ma femme qui vient me voir à tous les parloirs, elle m'assiste, elle vient me voir à tous les parloirs sur cette peine-là. Et c'est là que j'écris mon spectacle sur cette peine-là. Tu m'as mis au château, pas de peinard, pas de télé, j'écris sur une feuille. Ah bah oui, l'écriture en prison, ça me parle grave parce que j'arrive sur cette peine-là, donc je fais 5 ans, mais pendant ces 5 ans, j'écris toute ma vie. En fait, comment ça se passe, comment j'ai l'idée? Quand j'arrive en promenade, j'ai tous mes potes, je suis connu comme le loup blanc, tous mes potes sont là. Je reviens d'évasion, le tunnel qui a fait du bruit, voilà. Et je vois, c'est glauque. On dit la prison c'est marrant, mais en fait la prison c'est très très dur. C'est franchement, on a des bons moments, mais tout le monde a ses problèmes en prison. Tout le monde veut sortir déjà, tout le monde veut voir sa femme, ses enfants, sa mère, ses trucs. Chacun est dans une ambiance, c'est assez glauque. Et moi j'étais celui qui anime la prison. J'arrive dans la promenade, j'ai la patate, je reviens de cavale, il m'est arrivé des tonnes et des tonnes d'histoires, de dingue. Je suis là et j'ai tous mes potes, tous ceux qui me connaissent, que moi je connais pas mais qui me connaissent, ils sont là, ils sont dans une ambiance un peu glauque. Et je raconte. Les promenades, généralement, c'est au moins 2 heures de promenade. T'as 2 heures de promenade, mais ça paraît, quand tu dis 2 heures comme ça, il y a des promenades qui paraissaient longues. Tu sors pour prendre l'air, mais 2 heures. Et t'es là, et les mecs, ils cogitent pendant les 2 heures. Il y en a, ils jouent aux cartes, il y en a, ils font du sport, il y en a, ils courent, il y en a, ils font des pompes. Mais tu sais, c'est 2 heures à tuer, quoi, tu vois. Et moi, j'arrivais pendant ces heures, je racontais, David, comment tu t'es évadé? Je racontais mon évasion, il rigolait, et puis hop,
J'enchaînais les histoires. Et on voyait pas le temps passer. Tout le monde se regroupait autour de moi et je racontais, tout le monde rigolait. Et la porte s'ouvrait, fin de promenade, et on n'avait pas vu le temps passer. Et il me disait, oh David, demain, la suite. Je dis, ouais. Je rentrais en cellule, le lendemain, je redescendais. Ça s'était fait le mot à la fenêtre. David, il raconte des histoires de malades, tout. Et la promenade se remplissait, ça rigolait. Et ils ont marqué la promenade du Comedy Club. Tellement on rigolait, tu vois. Même les salons, ils ouvraient pour écouter, tu vois. Et là, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, mais il y a un truc de fou à faire avec ça. Surtout que je vois tout le temps les gens, ils écoutent les infos, ils lisent les journaux, ils ont que les articles, mais ils ont pas les vraies histoires, les détails du pourquoi, du comment, de comment ça s'est passé. Et donc, moi, j'allais dans les détails, tout, clac. Donc, je voyais qu'il y avait un truc à faire. Et en même temps, de balancer un message, tu vois, de dire du message dans tout ça. Et je me disais, si je leur fais la morale, que j'arrête de les faire rire, ils m'ont dit, David, t'es plus marrant, arrête, tu vois. Donc, il fallait que je continue à faire rire, à raconter mes histoires, mais en envoyant des messages. Je mettais des messages. Et là, je me dis, il y a un truc à faire. Si j'arrive à le faire à eux en prison, il faut le faire aussi dehors, avant qu'ils aillent en prison. Alors, envoyer les messages, tu vois, faire de la prévention de la délinquance, tout ça, pour leur montrer qu'en fait, on nique notre vie là-dedans. On a du culot, de l'intelligence, du talent qu'on utilise à mauvais escient. Et je me sers de ça pour montrer qu'en fait, on est intelligent, on est culotté. Ce qu'on fait, c'est pas rien, quoi, tu sais, d'aller vider un coffre-fort en filouterie ou de s'évader, en fait, tout ça. Il faut avoir du culot, faut avoir les cordonnes, faut y aller, quoi, tu vois. Et donc, je voulais le montrer. Je voudrais montrer à tous ces jeunes, mettez ça dans l'honnêteté. Et donc, c'est là que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit tout ce qui paraissait glauque. Il y a un moment dans mon spectacle, je le dis, je suis dans ma cellule. Moi, je l'ai transformé dans mon spectacle, je l'ai transformé en façon humour. Mais la vraie histoire, elle est glauque. Je suis dans ma cellule, c'est l'été, il fait chaud, fenêtre ouverte. Il est 2h du matin, ça a arrêté de crier parce que le soir, ça crie, hein, ça gueule de tous les côtés, les yo-yo, les bordels, les trucs, ça hurle. Mais quand la prison tombe dans le silence, 2h du matin, c'est là qu'il y a les parloirs sauvages. Les parloirs, ils viennent et hop, les femmes parlent avec leurs mecs ou les mecs parlent avec leurs complices et tout ça, tu vois. Et là, il fait chaud, on est là, et j'entends « Chérie ! Le mec, il se met à la fenêtre. Oui, mon amour, oui, je t'entends. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu m'entends bien? Je t'entends très très bien. Ah, tais-toi, on n'a plus beaucoup de temps. Vas-y, je t'écoute, mon amour. Vends le chien et envoie-moi 200 balles. Vends le chien, envoie-moi 200 balles. Moi, sur le coup, ça me fait rire, tu sais. Oh, il est complètement tard. Vends le chien, envoie-moi 200 balles. Tu sais, j'écris, tu sais, je me dis, il y a un truc à faire avec ça. Mais je l'aime, le chien. Non, on n'a plus de thunes. Vends le chien et envoie-moi 200 balles. Oh, c'est glauque quand même, tu sais. Et d'un coup, tu m'entends toujours? Oui, je t'entends, mon amour. Lundi, tu viens au parloir? Oui, je viens, je t'aime. Alors, viens en jupe. En jupe. Là, tout le monde rigole, tu sais. Moi, je dis, wow, mais c'est glauque quand même, tu sais, mais on rigole. Et d'un coup, les mecs, ils se mettent aux fenêtres. Oh, Gaï, dis-lui qu'à mettre un string. Oh, respect, c'est ma femme, tout ça, tu vois. Et quand je le dis au spectacle, de la façon que j'ai transformé en spectacle, les gens, ils rigolent. Mais il y a des gens qui sortent du spectacle, qui viennent me voir, ils me disent, il y a certains passages, tu nous fais rire, mais en fait, il y a un côté pas marrant, tu vois. Une autre, là, je l'ai pas mis dans le spectacle, mais pour dire que c'est glauque, la prison. T'en as un, il vient d'arriver aux arrivants. Il est aux arrivants, il est connu, il sait qu'il part pour beaucoup. Sa femme, elle arrive, je m'en rappellerai toute ma vie de celle-là. C'est un peu l'ambiance glauque, désolé de casser un peu l'ambiance, mais voilà. Ali! Ouais, Malika, je t'entends. Ali, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Malika. Mais Malika, faut pas m'attendre, ça va être trop long. Non, Ali, je t'aime. Non, Malika, refais ta vie, ça va être trop long, Malika. Je vais partir pour une période de chiffres. Non, Ali, je t'aime. Non, Malika, fais-moi confiance. C'était glauque déjà. Le lendemain matin, on l'apprend, il est pendu dans sa cellule, il est mort. Et ça, tu vois, c'est pour montrer à la jeunesse aussi que la prison, c'est pas rose, c'est très dur, tu vois. Donc j'écris pour ça, j'écris pour envoyer du message, j'écris avec humour, dérision, raconter les détails, les trucs, mais il y a du message qui est très important pour moi. La tôle c'est la pression, pour l'instant de révolution. Donc nique sa mère la réinsertion. Ben, tu vois, il a tout dit en une phrase. Il y a un gros message, tu vois. C'est vrai que quand t'entends ça, moi je kiffe ce morceau. Mais en fait, il y a un contre-message à dire aussi. De dire aussi, en fait, il faut quand même se réinsérer. Dans ce monde-là, il y a que, comme je dis, il y a que la mort ou la prison. Et c'est pour ça que je fais tout ce que je fais aujourd'hui. Je fais ça, j'amène des victimes avec moi après le spectacle. On apporte la justice restaurative pour que les victimes échangent avec les détenus et que les détenus aient le déclic. Pour moi, ça passe le déclic. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer ou de boire, s'il n'a pas le déclic, s'il veut pas par lui-même, il arrêtera jamais. Tu peux lui dire arrête de fumer, arrête de boire, il arrêtera jamais. Si vraiment il veut, c'est lui qui veut, il le fait. Il va dire à sa femme oui, j'arrête. S'il a pas envie, il va aller promener le chien, il va fumer ou il va boire, mais il boira quand même. Donc en matière de délinquance, c'est pareil. Il faut avoir le déclic. Il faut comprendre que
dans la délinquance, dans le banditisme, il n'y a que la mort ou la prison, il n'y a rien de bien. Tout ce que tu gagnes, l'argent vite gagné, inévitablement tu la perdras. L'argent mal gagné, à l'Ikhlam, tu la perdras tout le temps. Donc, et ça, c'est à eux de le comprendre, d'avoir le déclic. Et nous, on fait tout ça, pareil que quand tu as une victime qui vient parler, qui vient expliquer ses séquelles. Je raconte une anecdote, on est en prison, je joue mon spectacle. Après le spectacle, on fait le débat, la victime, elle explique ses séquelles, et il y a un détenu qui lève la main et dit « Mais madame, nous, quand on vous cambriole, on s'attaque à votre bien, on s'attaque à vos biens, on attend que vous soyez au travail ou en vacances, on s'attaque pas à vous. » La victime lui a dit « Tu te rends pas compte des séquelles qu'on a. Quand on rentre du travail, de vacances et qu'on voit notre maison ou notre appartement cambriolé, on le vit comme un viol. Nos affaires sont saccagées, notre intimité est violée, au moindre bruit, la nuit, on sursaute, on est tout le temps en train de voir si les fenêtres sont bien fermées. Il y en a qui déménagent après quand ils peuvent plus vivre dans l'endroit. » Et ça, quand la victime le dit, tout le monde s'est levé, ils ont applaudi, ils ont dit merci, on voyait pas ça comme ça. Et on parle pas de celles qui se font violer, séquestrer, enfin. Et donc d'amener à grosse échelle cette justice restaurative dans les prisons, dans les écoles, moi je veux l'amener dès les écoles primaires, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, c'est apporter le déclic, leur faire comprendre qu'il y a que la mort et la prison et il y a des grosses victimes derrière. C'est ça le message. Là, je voudrais raconter une anecdote pour montrer à quel point tu te retrouves inévitablement à arriver un moment dans la mer. C'est sur le Tuchy. On entend tout le temps à la télé, ils ont sorti un nouveau mot, c'est les narcos. Ça fait plus violent, c'est politique, ça permet devant les gens, oh, narcos. Mais c'est du deal, ok, c'est des dealers comme il y en a toujours eu. Ouais, ça fait mafieux, ça fait, tu vois, ça fait truc, tout ça. Ok, il y a des victimes de ceux qui consomment déjà. C'est pas bien de dealer parce qu'il y a les consommateurs derrière et ça gâche des jeunesses, ça gâche des vies et tout ça, ça gâche des vies, mais ça gâche aussi la vie des dealers. Et en fait, ce qu'il faut surtout voir, et c'est pour ça que je vais en arriver à cette anecdote, c'est la pression des dealers et les règlements de compte qu'il y a derrière et tout ça. Mais la pression quand je dis mettez votre culot, votre intelligence, votre talent du bon côté de la barrière. Quand les mecs ils se font avancer des quantités de Tuchy, des quantités de coke ou trucs comme ça, et qui doivent gérer ça, savoir comment la planquer, il faut faire attention à tous ceux qui veulent te carotter, parce qu'il y a ceux qui veulent te braquer ou te carotter. Tu sais que tu as beaucoup d'argent entre les mains, tu as les Schmitt qui veulent essayer de t'attraper, qui veulent essayer d'attraper ta nourrice, ta planque, tes trucs et tout ça. Donc il faut faire attention à pas se faire carotter, faire attention aux Schmitt, faut faire attention à l'oseille quand tu l'as et tout ça. Enfin, c'est tellement, et surtout le calcul, le rapport que tu as avec ton grossiste, les mecs qui sont au-dessus, ils t'avancent, toi tu dois dealer, calculer, payer, si tu payes pas en temps heure, c'est les règlements de compte derrière. Je donne une petite anecdote comme ça pour la raconter assez vite. Je suis dans un temps, voilà, il y a très peu de hashish, c'est pas la grande pénurie de 2006, mais c'est quand même une pénurie. Et je vais voir un pote à moi, regardez comment je me suis foutu dans la merde tout seul. Je me suis mis dans une grosse merde de dingue. Je vais voir un pote à moi, je dis t'as rien, il me dit non, si, il me dit j'ai 10 kilos de caille, mais c'est de la caille, c'est pas du bon. Je dis c'est la pénurie, on va essayer de la vendre quand même. Et je vais voir un autre pote, lui il a 3 kilos de bon, 10 kilos de caille. Je dis vas-y, avec ça, on va essayer de faire un mix, on va essayer, on va vendre, on va trouver. On prend et je cache les 10 kilos de caille je mets 5 kilos dans un endroit, 5 kilos dans un autre et les 3 kilos de bon dans un autre. Truc de malade, les éboueurs, les encombrants, tout ça, l'appartement part où il y a le grenier, tout ça, ça part en rénovation et compagnie. Moi, je suis en course sur autre chose. Il pète, ça part à la décharge. Dans l'endroit où c'est caché, c'est dans un vieux frigo, ça part à la déchetterie. J'arrive à la planque, les 3 kilos de bon, ils sont à la déchetterie. Je dis putain de merde, c'est cheap, c'est 3 Loki, tu te dis bon, c'est pas grand, mais c'est dans une époque, c'est lointaine, hein, où on est vraiment, à l'époque, cette époque-là, c'est quand même, ça valait de l'argent et je ne pesais pas encore ce que j'allais peser par la suite, tu vois. Et donc là, je suis dans la merde. Je suis dans une merde noire. Et le mec qui est avec moi, il est en panique totale. Il sait que ça peut se finir en règlement de compte si on paye pas. Moi, j'ai une idée. Si je dis à mon pote, écoute, on va pas vendre de la caille, tout ça, on est mort. Voilà. Et je dis, on va fabriquer du faux Tuchy pour que ça fasse la quantité exacte. Donc, on va acheter du henné, du commoné, et on fabrique du vieux Tuchy. On les met en savonnette, tout ça, clac, 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 clac. Et donc, on fait de chourave une voiture. On met la voiture dans le quartier. Le Tuchy, il est dans la voiture. Moi, les mecs, ils nous poussent. Ils nous disent, ils veulent l'oseille. Ils veulent l'oseille. Si on paye pas, ça part en règlement de compte. On peut pas vendre. Moi, je veux pas. Et ce que je fais, truc de malade, je vais à une cabine et je dénonce la voiture. Je me dénonce moi, tu vois. Je dénonce la voiture, je dis voilà, à telle rue, il y a une voiture remplie de Tuchy. Et les Schmitt, ils y vont, ils prennent la voiture. Et moi, j'attends l'article pour dire voilà, au gars, regardez, on s'est fait péter. Mais les Schmitt, ils mettent pas l'article. Une journée passe, 2 jours, 3 jours, c'est les jours les plus longs de ma vie. Je dis putain, la poisse. J'appelle les Schmitt, je connaissais l'inspecteur. J'appelle le Schmitt, je dis faut que je te vois. J'ai une petite peine à faire à ce moment-là. J'ai une petite peine. Il dit faut que je te vois, j'ai une peine à faire. Si je viens et que je te raconte la vraie histoire sur cette voiture, donne-moi ta parole que tu me mets pas au star. Il me dit vas-y, je te donne ma parole. Je vais au commissariat, j'arrive au commissariat, face à face avec lui.
Je dis voilà, la voiture, le Tushy qui était dedans, si vous mettez pas un article, ça part en règlement de compte de ouf. Je peux pas vous dire qui sont les mecs, je peux pas vous dire rien du tout, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous mettez pas un article, ça part en règlement de compte, il peut y avoir des morts. Il m'a dit vas-y, t'as ma parole, je mets l'article. Et je suis parti. Il me dit par contre pour ta peine, je dis t'inquiète pas, je vais la faire ma peine. Hop, je suis parti. Le lendemain, l'article. Si le Schmitt, il mettait pas l'article, ça partait en règlement de compte. C'est pour dire, tu vois, je raconte cette anecdote pour dire que en fait, il peut se passer tellement de trucs, ça peut être tellement chaud pour 2 francs 6 sous, des trucs, tu vois. Tu peux te retrouver dans la merde et tu peux te retrouver dans pour des misères, tu peux trouver un règlement de compte de ouf. Scarface, un toxico qui a cru que le monde était à lui. Et je trouve que la morale est belle, malgré tout, parce que tous les toxicos de son genre finiront de la même façon. Et c'est une belle morale, en vrai. Il y en a qui l'ont pris à l'envers, qui ont cru qu'on pouvait se sortir de ça. Mais en fait, on oublie trop souvent de se dire que, en fait, Tony, c'est un sgeg. C'est un sgeg. Respect à SCH parce qu'il envoie un super message là-dedans. Et c'est vrai, Scarface a tué beaucoup de générations. Et peut-être en tue encore. Quand tu regardes Scarface, nous, nos générations à nous, on se disait on va faire comme Scarface. On va vendre de la drogue, on va cambrioler, on va voler, on va être les parrains, on va être les Scarface. Mais c'est vrai, il a complètement raison. Je pense que le cinéma peut créer de la délinquance qu'il n'y aurait pas eu sans le cinéma. Je pense, moi, que le cinéma ne crée pas, mais il contribue. En fait, ce qui crée la délinquance, c'est la pauvreté, c'est les bas-fonds, c'est tout ça. Sans cinéma, il y aurait quand même. Ouais, tu peux regarder depuis la nuit des temps, même avant que le cinéma existe, il y a tout le temps eu des voleurs, la cour des miracles, depuis le temps des rois, des chevaliers, tu as tout le temps eu des bandits de grand chemin qui attaquaient les diligences, les trucs. À partir du moment où il y a un tel fossé entre les riches et les pauvres se débrouillent, se démènent, voilà. Voilà, pour moi, c'est ça qui crée la délinquance et le bandisme. Mais le cinéma vient contribuer un peu. Il donne des idées. Par exemple, tu peux regarder, il y a une interview assez célèbre sur Redouane Faïd qui dit qu'en regardant Hit, il s'est inspiré de Hit pour aller faire les fourgons. Tu vois, c'est un exemple. C'est concret. C'est concret. Moi, je viens de la génération où les premiers films qui nous ont tourné la tête, c'est Warriors. On a regardé Warriors. Pour moi, c'est Warriors, les guerriers de la nuit. C'est le premier film des cités des gangs. Regarde l'histoire des gangs parisiens, les Black Panthers, les Dragons, tout ça, les BBG, enfin tout ça. Nous, c'était les Gilets des gangs, tout ça. Et après, il y a eu Colors. Pouah, tu prends Colors, Scarface aussi, bien sûr. Le parrain 1, 2, 3. Tout ça, tu prends dans tout cet ordre-là. Et Hit et tout ça, Hit, Casino, compagnie. Le cinéma vient contribuer, vient t'inspirer, vient te donner des idées, des trucs à améliorer, voilà, et tout ça. Alors celle-là, faut que je t'explique un peu. Il y avait une interview d'un rappeur qui s'appelle JRK19, je sais pas si tu vois qui c'est, qui avait fait une interview dans une bijouterie de montres. Ouais. Il est connu, lui, pour être un ancien arracheur de montres. Et il y avait eu à l'époque une petite polémique avec des gens qui se plaignaient un peu de faire la promotion de ça. Des auditeurs rap qui se plaignent du côté rue, du rap, on a perdu le combat, c'est plus à nous. Après les rappeurs, c'est de bonne guerre, les rappeurs ils s'inspirent de la rue, ils s'inspirent de tout ça, ils font leur rap et tout ça. Très peu l'ont vraiment vécu. Je pense à Passis, Tommy, Minister Hammer, tout ça, qui eux l'ont vraiment vécu. Comme je disais, la crime, SCH, tout ça, il y en a, ils respirent ça. Il n'y a pas de tricherie. Il y en a certains, ils s'inspirent. Tu sens qu'un petit peu, ils l'ont pas trop vécu, mais ils le rappent bien. Ils le font bien. Donc respect aussi, ils le font bien. Et ce qui est dommage, c'est que c'est mal interprété. C'est interprété comme si ils voulaient lancer un mauvais message ou donner l'exemple aux jeunes. C'est les jeunes qui l'interprètent mal. Même sur les femmes, ce qu'ils disent sur les femmes, sur les vols, sur les trucs. Tu vas te dire, et ce qu'il faudrait, c'est essayer de comprendre aussi que c'est que du rap et qu'il il y a un message à donner à toute la jeunesse pour dire, non, comme j'essaye de le faire moi dans mon spectacle, je raconte tout ça avec humour, mais le message est bien présent. C'est pour ça qu'ils me demandent d'aller jouer dans toutes les prisons, dans les écoles et partout. Parce qu'il faut faire ce travail-là aussi. T'as des jeunes, ils pensent que la vie c'est ça. L'arrachage de montres, le braquage, le viol, le truc, les femmes, le non-respect des femmes, tout ça. T'as des gamins, ils ont rien d'autre pour s'éduquer. Tu trouves pas qu'on est un peu plus dur avec le rap qu'on va être avec d'autres formes d'art ? Si, moi je pense qu'on est trop dur avec le rap par rapport même à d'autres. Regarde, tu vas regarder les valseuses. T'as des ateliers qui disent sur Patrick Devers, paix à son âme, on le met comme un ange, comme voilà. Et c'est vrai que c'était un grand artiste, Patrick Devers. Mais regarde les valseuses, c'est chaud. Ton avis, c'est du quel âge ça ?
Et t'en as plein. Belmondo, t'as certains films où le film où il cambriole, je me rappelle plus du titre, mais il fait vraiment l'apologie du cambriolage. Il est voleur, il rentre chez les gens, il y a une voix off qui explique tout ça. Et pourtant, Belmondo, t'as vu l'enterrement qu'il a eu, et respect, moi j'ai un grand respect pour Belmondo. Les rappeurs, on leur tape dessus alors qu'ils décrivent un quotidien, ils décrivent de la réalité, ils font l'amalgame entre le conte du vécu et ils pensent que c'est que de l'éloge. Alors il y en a, des fois, faudrait peut-être faire attention, tu vois, qui dépassent un petit peu la ligne, mais ils racontent vraiment ce qui se passe dans les cités, vraiment ce qui se passe, et je trouve que ça devrait plus alerter, se servir de leur texte pour dire, ah bah attends, on va changer. Regardez les premiers albums d'NTM, NTM il alertait, quand ils alertaient sur la jeunesse de nos banlieues, tout ça, regarde un peu ta jeunesse dans les yeux, tout ça, laisse pas traîner ton fils, tout ça, et ils se faisaient attaquer, la seule chose qu'ils retenaient c'est nique ta mère et les trucs sur la police. Mais voilà, et Ministère Hammer pareil, Ministère Hammer ils ont eu des procès de dingue, mais ils alertaient sur la cam, ils alertaient sur plein de choses. Et je trouve que c'est hyper dommage. Et du coup, je t'enchaîne sur la dernière image, je crois que tu étais présent pour montrer que les choses ont bien changé. Ah oui, j'étais présent. Stomy, la remise de Chevalier des Arts et des Lettres. Ami à toi et ton metteur en scène. Voilà, c'est mon ami, c'est mon frère. Voilà, on a traversé des tas de... Franchement, Stomy, c'est respect. Voilà, et j'étais très fier d'être là pour sa remise de médaille, qu'il mérite. Parce que voilà, sur l'ensemble de sa carrière, avec son frère Passy, puis tout le secteur A. Tout le secteur A était là parce que voilà, c'était Stomy qui portait même et il l'a très bien dit. Son discours était magnifique et il m'a rendu aussi hommage, ça m'a touché sur ce qu'il a dit sur moi, mais ce qu'il a dit sur tous ses frères d'armes et tout ça, sur toute sa carrière. Et voilà, Stomy, j'ai été très fier qu'il fasse la mise en scène de mon spectacle, très fier qu'il soit avec moi sur scène dans le spectacle Hold Up sur la comédie musicale. Et sur Un jour Gérard Détroit, on a aussi monté la pièce sur la révolte des tirailleurs sénégalais. On est ensemble sur scène aussi, là, sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un artiste, lui, Passy, Calbo, paix à son âme, qui m'a soutenu. Calbo, grand respect avec son frère Lino, voilà, grand respect à Calbo, Jackie, Benji, Bouboule du secteur A, Kenzie, tout ça. En fait, ils m'ont structuré, ils m'ont appris à me structurer, ils m'apprennent encore. L'expérience qu'ils ont, ils me l'amènent, quoi. Et pour moi, Stomy, Passy, ils sont pas reconnus encore même à leur juste valeur. Là, il y a une seconde partie de leur carrière qui va arriver là, dans le cinéma, même dans la musique, dans tout. Quand Stomy a mis son nom sur mon affiche, David Desclos, Écrou et de rire, mis en scène par Stomy Bugsy, bah t'es fier, quoi. Moi, je l'ai écouté jeune, au temps de Ministère Hammer, et voilà. Si on m'avait dit il y a 30 ans que je ferais tout ça avec Stomy, avec Passy, avec tout le secteur A, j'aurais dit non, c'est pas possible. Et encore une fois, respect à Calbo qui nous manque beaucoup. Eh ben, on arrive au bout, je vais te poser une dernière question. T'écoutes quoi comme rap dans les nouveaux rappeurs? Dans les nouveaux rappeurs, qu'est-ce que j'écoute comme rap? Mon fils qui est là m'en fait écouter beaucoup. Il pourrait, des fois, je retiens même pas les noms, mais il y a beaucoup de bons. Comme je l'ai dit, Lacrim, SCH, je trouve qu'il y a du niveau. Joule aussi, il y a du niveau dans la nouvelle génération. Dans les anciens, je l'ai dit, ça va, Ministère Hammer, tout ça, Assassin, Rockin' Squad, tout le secteur A, Kerry James, tous les anciens, je kiffe. Mais dans les nouveaux, il y a du lourd. Ouais, K2, GRK19, Dausi, Igor LDT. Je vous conseille d'aller voir aussi Igor LDT. Voilà, il y a du potentiel dans la jeunesse. Ce que j'aimerais un jour faire, c'est écrire les textes de tous ces rappeurs-là et en fait les lire face caméra. Parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens, t'écoutes le rap, c'est rap, non j'écoute pas. Mais si t'écoutes bien les textes de tous ceux qu'on vient de citer là, t'écoutes, et même des anciens et des nouveaux, t'écoutes bien, franchement il y a du talent d'écriture. Vous pouvez déjà me retrouver sur les réseaux, David Desclos, DESCLOS, David Desclos. Et j'ai mon spectacle Écrou et de rire qui tourne encore dans toutes les prisons de France et les théâtres. Là je suis en train d'essayer de mettre, je vais caler une date là parce que je suis demandé encore avec Écrou et de rire sur Paris. Et puis là, je suis en train de le transformer, en spectacle musical. Avec moi sur scène, il y a tous les anciens et nouveaux rappeurs et des danseurs, tout ça. Donc, j'espère l'installer bientôt là à Paris. Je suis en train de me battre là pour la série télé. Je suis en pleine bagarre et un projet d'art. J'ai plein de gros projets en sous-marin là, des gros projets. Et j'ai le livre David Desclos, une histoire vraie aux éditions Flammarion. Voilà, vous pouvez retrouver le livre. Voilà, j'essaye d'être partout. C'est à 360. Quoi. S'il y en a parmi vous qui a un super contact chez Netflix ou Amazon Prime ou tout comme ça. Voilà, je suis en pleine recherche parce que tout est prêt pour ma série David Desclos en histoire vraie en série télé, mais je cherche désespérément le bon contact chez Netflix. Donc j'appelle, on ne sait jamais, David Desclos en message privé sur les réseaux, vous me dites. Eh ben super, merci beaucoup. Merci. C'était très bien. Merci à vous. La crème,